C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la réaction du Rwanda après les déclarations de la France. Paris qui a exhorté hier Kigali de cesser son soutien au M23, le groupe rebelle qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Et Kigali qui rejette une nouvelle fois ces accusations. Nous serons au Rwanda dans ce journal. Les déplacés dans l'est de la République démocratique du Congo en grande détresse. Les combats entre le M23 et l'armée se poursuivent et les populations continuent à fuir. Reportage dans un camp de réfugiés près de Goma à suivre dans un instant. Et puis la remise du rapport sur le dialogue national en Guinée, un rapport controversé. Le dialogue est boycotté par de nombreux partis d'opposition qui dénoncent une mauvaise gestion de la transition. Nous serons à Conakry dans un instant. La réaction du Rwanda après les déclarations de la France. Paris a exhorté hier Kigali à cesser son soutien au M23. Un message alors que plusieurs pays européens ont emboîté le pas aux États-Unis cette semaine en appelant le Rwanda à ne plus apporter un appui aux groupes rebelles dans l'est de la République démocratique du Congo. Les autorités rwandaises ont de nouveau démenti ce soutien et affirment que les accusations de l'Occident ne font que servir de diversion aux vrais problèmes congolais. La correspondance à Kigali de Clément Diroma. 48 heures après les premières accusations formulées par la France, dont la diplomatie continue de se rapprocher d'ailleurs du Rwanda depuis la visite d'Emmanuel Macron en mai 2021, eh bien Kigali dément de nouveau un quelconque soutien au groupe rebelle M23 qui se bat contre l'armée congolaise dans l'est de la RDC. Suite au massacre de Kishiché et de Bambo dans la région, attribué par l'ONU au M23, après une enquête qui parle de 131 personnes tuées fin novembre, eh bien les États-Unis, la Belgique, l'Allemagne ou encore l'Espagne ont aussi appelé le Rwanda à cesser son soutien au groupe armé. Alors, pour Kigali, ce massacre est une fabrication du gouvernement congolais qui, je cite, s'est propagé sans aucune enquête par une organisation crédible. Le gouvernement affirme aussi que la communauté internationale devrait plutôt s'intéresser à la persécution des rwandophones et des communautés tutsis en RD Congo. Début décembre, le chef de la diplomatie rwandaise s'était déjà adressé à l'Occident, affirmant que leur approche du problème exacerbait le conflit en RDC. Et pendant ce temps, ils sont des milliers à fuir les combats entre l'armée congolaise et la milice du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Des familles qui continuent à s'entasser dans des camps de déplacés. Mais la solidarité s'organise. Un collectif de militants, Goma Actif, vient en aide à des centaines d'entre eux. C'est le cas dans le camp de Kenya-Rushia, le plus grand, à une dizaine de kilomètres de Goma. Reportage d'Aurélie Bazara-Kibangula et Justin Kabumba. Le jour se lève à peine dans ce quartier de Goma, mais Clarisse Boutsapou est déjà à pied d'œuvre. Elle emballe des colis de vêtements. Je récoltais auprès des amis, je récoltais auprès de membres de la famille. Direction le camp de Kanyaruchinya pour la distribution. Ici, au pied des collines, Clarisse distribue aussi des repas. La jeune femme fait partie d'un collectif qui vient en aide aux déplacés qui ont fui les affrontements entre l'armée congolaise et le M23. En cuisine, les petites mains sont nombreuses, mais la chef, c'est elle. Dans cette casserole, il y a 30 kilos de haricots. Au total, on fait 300 kilos de haricots et 300 kilos de riz. On cuisine depuis ce matin pour les enfants. Ces rations sont servies en priorité aux enfants. Ce jour-là, ils sont plus de 400 à attendre leurs écuelles pour leur unique repas quotidien. Donc quand ils sont tout petits comme ça, on renforce quand même la quantité parce qu'il est plus en besoin que le... Malgré des doses bien calculées, il n'y aura pas assez de rations pour tout le monde. Depuis fin octobre, plus de 140 000 personnes ont été forcées de quitter le territoire de Rutshuru selon les Nations Unies. Le collectif croule sous la demande. Le besoin il est énorme parce qu'au-delà de la nourriture, les conditions dans lesquelles vivent les gens, il y a les couvertures, et les gens ont besoin de couvertures, des bâches, des habits et plusieurs besoins parce qu'ils ont fui sans rien. Alors étant ici, voilà, n'importe quoi peut le servir pour soulager leur souffrance. Près de 300 bénévoles se cotisent et reçoivent des dons pour les déplacés de Kanyaruchinya. Tous partagent aussi leur énergie. Avec des chants et des danses pour rendre le quotidien de ces enfants moins pénible.
Le rapport final du dialogue a été remis au président de la transition en Guinée. Une remise au colonel Mamadi Doumbouya en présence des autorités religieuses, de la société civile, de partis politiques et de quelques diplomates accrédités dans le pays. Les principaux partis d'opposition qui dénoncent une mauvaise gestion de la transition avaient boycotté ce dialogue. La correspondance à Conakry de Malik Diakité. À peine dévoilé, le document est rejeté par le RPG Arc-en-Ciel, le parti du président déchu Alpha Condé, l'ANAD, une coalition politique qui soutient l'opposant Cellou Dalein Diallo et le FNDC politique. Ces formations estiment que ce dialogue n'était qu'une mise en scène des militaires au pouvoir. Que contient ce rapport? Plusieurs recommandations, l'élaboration d'une nouvelle constitution, l'âge des candidats à l'élection présidentielle fixé à 35 ans minimum et 75 ans maximum. La suspension de toute manifestation politique durant les 24 mois de transition militaire. Ces conclusions réjouissent ceux qui ont participé à ce dialogue national. Ce rapport est le fruit des efforts, je peux dire les représentants de la nation, pour obtenir vraiment un consensus, un cadre historique idéal afin que les 24 mois de la transition se déroulent dans les meilleures conditions. Les problèmes qui sont discutés ne sont pas des problèmes militaires, ce sont des problèmes qui ont trait aux élections à venir. Des grands partis politiques qui n'ont pas assisté à ce dialogue, mais nous espérons qu'ils vont nous rejoindre plus tard parce que c'est un processus continu qui ne s'arrête pas à cette signature. Les opposants à ce rapport ont décidé de réagir qu'après une réunion de bureau. Le document devra être soumis au Conseil national de la transition, l'organe qui fait office de parlement pour décider de son adoption ou de le rejeter. En bref, cette tentative de coup d'État en Gambie, le gouvernement a déclaré avoir déjoué un coup d'État militaire. Les autorités gambiennes ont annoncé que 4 soldats ont été arrêtés et que la situation était totalement sous contrôle. Fin de citation. Et on reste en Gambie où une commission parlementaire recommande dans un rapport de poursuivre en justice le laboratoire indien qui fabrique le sirop pour la toux à l'origine de la mort d'au moins 70 enfants dans le pays. Le rapport recommande également d'interdire ces produits en Gambie. Caroline Lambolé. Après 2 mois de travail, la commission a rendu son verdict mardi. Elle somme le gouvernement gambien de poursuivre en justice Maiden Pharmaceuticals. 70 enfants sont morts en Gambie lors des derniers mois. Ils auraient consommé un des sirops contre la toux et le rhume produits par le fabricant indien. J'ai reçu des preuves de la part de plusieurs parties prenantes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, y compris les parents des victimes d'insuffisance rénale aiguë. Le comité conclut que tous les cas étaient liés à la consommation de produits médicaux contaminés, importés par Atlantic Pharmaceutical et fabriqués en Inde par Maiden Pharmaceuticals Limited. Selon ce même responsable, la cause réelle du décès de ces enfants fait toujours l'objet d'une enquête. En octobre, l'Organisation mondiale de la santé déclare avoir identifié des quantités inacceptables de substances toxiques dans des produits trouvés en Gambie. Les autorités gambiennes, elles aussi, n'ont pas manqué de réagir. Le ministère de la Santé collabore avec tous les partenaires et les acteurs concernés pour renforcer ses capacités de détection et mettre en place un laboratoire national de contrôle de la qualité des médicaments et des aliments. La semaine dernière, les autorités indiennes ont indiqué que des échantillons prélevés sur les mêmes lots envoyés en Gambie n'étaient pas contaminés. Suite à quoi Maiden Pharmaceuticals a annoncé vouloir rouvrir son usine principale en Inde. Le pays produit 1/3 des médicaments du monde, principalement sous la forme de génériques. Dans le cas de l'Afrique, le chiffre s'élève à 45%. Au Cameroun, notre confrère Amadou Vamoulke a été condamné à 12 ans de prison par le tribunal criminel spécial de Yaoundé. Après 6 ans de procès et plus de 150 renvois, l'ex-directeur de la CRTV est accusé d'avoir détourné près d'1 million d'euros. Les détails avec notre correspondant à Yaoundé, Marcel Amoko. Le verdict est tombé aux premières heures de ce mercredi après une audience qui aura duré plus de 16 heures. L'avocat général ayant choisi de lire l'intégralité du procès verbal d'un procès qui a débuté il y a 6 ans après plus de 150 renvois et 6 ans et demi de détention préventive. L'ancien directeur général de la CRTV, la télévision d'État,
écope donc de 12 ans de prison ferme, poursuivi au départ pour le détournement de la somme de 3 milliards de francs CFA, un peu plus de 4 millions d'euros. Amadou Vamulke a finalement été reconnu coupable du détournement de 618 millions de francs CFA, un peu plus de 942 000 euros en coaction avec l'ancien ministre des Finances, Polycarpe Abba, qui lui a été condamné à 17 ans de prison ferme. Un verdict indigne d'un état de droit, selon les avocats d'Amadou Vamulke, qui ont décidé de se pourvoir en cassation devant la Cour suprême du Cameroun. C'est une décision qui a ignoré les traités internationaux auxquels l'État du Cameroun est partie. C'est une décision où l'accusation, l'avocat général, a été défaillant dans l'administration de la preuve, puisqu'à aucun moment il n'a pu apporter des éléments démontrant la culpabilité d'Amadou Vamulke. Un recours a été formé à l'endroit de cette décision, recours qui sera déposé devant la Cour suprême camerounaise. Âgé de 72 ans, Amadou Vamulke, qui souffre d'une maladie dégénérative, a toujours clamé son innocence et le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire a longtemps exigé la libération immédiate de l'ancien journaliste. Le fonds des débrouillards, The Hustler Fund, c'est une promesse de campagne du président kényan William Ruto. Elle consiste à permettre à des Kenyans d'avoir accès à des micro-prêts, une mesure phare censée aider les populations après la crise du Covid et celle provoquée par la guerre en Ukraine. Elle connaît un grand succès. 2 semaines après sa mise en place, plus de 15 millions de Kenyans ont pu en bénéficier. Mais vont-ils pouvoir rembourser? C'est toute la question. Reportage de nos correspondants Élodie Cousin et Bastien Renouille. Tu composes étoile 254 dièse et tu valides. Il n'a fallu que quelques secondes à Georges pour emprunter de l'argent. Une opération simplissime qui lui permet de payer une partie des frais de scolarité de son fils. J'ai reçu 4,60 €. Vous pouvez le voir dans ce message que j'ai reçu. Je suis censé les rembourser en 14 jours. Au Kenya, emprunter était jusqu'à présent réservé à une minorité fortunée. Ce nouveau fonds est une promesse de campagne de William Ruto aux Hustlers, les débrouillards. 2 semaines après son lancement, plus de 15 millions de Kenyans y ont souscrit, mais la plupart ont reçu de petites sommes, ne dépassant pas les 8 €. Ils ne m'ont donné que 900 shillings, soit 7 €. Donc vous savez, quand vous êtes pauvre et qu'on vous dit qu'il y a un prêt, la première chose à faire est de se précipiter pour l'obtenir. Certains obtiennent 500 shillings, d'autres 700. C'est de l'argent, mais ça ne peut pas aider pour un business. Avec un taux d'intérêt de 8%, l'offre est la plus intéressante du marché. Selon cet économiste, l'initiative pourrait à terme transformer le pays. L'idée est évidemment de pouvoir amener progressivement le secteur informel vers la légalité, ce qui à long terme peut permettre une meilleure fiscalité dans le pays. Le gouvernement a aussi promis de rendre le prêt accessible aux micro-entreprises. À ce jour, 46 millions d'euros ont déjà été empruntés, mais seuls 8,5 millions ont pour le moment été remboursés. La vente de Bolloré Africa Logistics, le groupe de l'homme d'affaires français, a annoncé la finalisation de la vente de ses activités logistiques en Afrique à l'armateur italo-suisse MSC, une opération qui lui rapporte plus de 5 milliards d'euros. Antoine Fenot. C'est l'une des branches les plus rentables de la logistique internationale qui change de main. Bolloré Africa Logistics, filiale du groupe Bolloré dédiée aux activités logistiques donc sur le continent africain, passe sous pavillon italo-suisse. Le groupe MSC devient propriétaire de cette branche du géant français. Montant de la transaction, plus de 5 milliards d'euros. Le groupe Bolloré en Afrique, c'est une longue histoire et surtout un réseau tentaculaire. 16 concessions portuaires, principalement autour du golfe de Guinée, mais aussi des terminaux et des routes. 20 000 employés et des revenus de plus de 2 milliards d'euros en 2021. Mais des investissements coûteux et surtout une concurrence féroce des opérateurs chinois ont poussé le groupe à céder cette branche. Bolloré sur le continent, c'est aussi des scandales de corruption, notamment en Guinée et au Togo. Accusé d'avoir illégalement financé des campagnes dans ces pays, le groupe plaide coupable en 2021 et s'acquitte d'une amende de 12 millions d'euros à la justice française.
La multinationale entend, malgré cette vente, conserver des activités importantes en Afrique autour du groupe Canal+ et dans les secteurs de la communication, des télécoms et de l'édition. De son côté, MSC, propriété de la famille Aponte, revendique une flotte de plus de 500 navires et gère de nombreux terminaux à travers le monde, comme à Singapour ou encore à Rotterdam. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.